Ce qui importe, à mon sens, vitalement aujourd'hui, presque à l'exclusion de toute autre chose, c'est de repenser notre symbolique, notre mythique et notre poétique. Les astuces technologiques que nous adorons inventer n'ont absolument aucun intérêt. Faire utilement son métier de chercheur ou de chercheuse ne consiste plus à essayer de résoudre un nouveau problème ingéniérique, mais tout au contraire, me semble-t-il, à souligner la contingence de nos constructions et à redessiner l'ossature du réel. Alors, je découpe cela en quelques points nodaux. Premièrement, les faits. Vous le savez, en quelques millénaires, nous avons éradiqué les 2/3 des arbres. En quelques décennies, nous avons éradiqué les 2/3 des mammifères sauvages. Et en quelques années, nous avons éradiqué les 2/3 des insectes. C'est fait. La majeure partie des points dits de non-retour a déjà été atteinte. Sur les 9 limites planétaires qui ont été identifiées il y a une quinzaine d'années, 6 sont d'ores et déjà franchies. Les espèces disparaissent aujourd'hui à un rythme 1000 à 10 000 fois plus élevé que la normale. Deuxièmement, les causes. Nous les connaissons, n'est-ce pas? Interruption des cycles biogéochimiques, acidification des océans, pollution, artificialisation des terres, destruction des habitats, surexploitation des ressources, réchauffement climatique, prolifération d'espèces invasives introduites par les humains. On mentionne souvent également la chute de la biodiversité. C'est vrai, et c'est probablement le pire du point de vue de la gravité des conséquences pour les humains. Mais je me refuse à voir cela comme une cause. La chute de la vie, ce n'est pas une des origines du problème, c'est le problème, en tant que tel. Troisièmement, les vraies causes. Parce qu'effectivement, ce que je viens d'énoncer, en réalité, ce sont déjà des conséquences. Première remarque, nous ne les traitons pas, ces conséquences. Les COP se succèdent avec un effet dérisoire. Deuxième remarque, quand bien même nous le ferions, j'entends de traiter ces conséquences, cela reviendrait à peu près à diriger l'extincteur sur le sommet des flammes ou à traiter un cancer généralisé avec du paracétamol. Ça marche, mais pas longtemps. Le point essentiel, fondamental et pourtant presque trivial est ailleurs. La question est, que souhaitons-nous vraiment? C'est aussi simple que ça. Quatrièmement, l'intenable. Il commence à être compris qu'une croissance illimitée n'est pas possible dans un monde fini. Waouh, ça ne demandait pas de très grands scientifiques pourtant. Quiconque connaît un peu les fonctions exponentielles voit que changer les normalisations, par exemple avec des petits efforts, ne change pratiquement rien au moment où les seuils sont dépassés. Or, notre monde regorge de fonctions exponentielles. Souvenez-vous, la terminale, il suffit d'avoir une variation de grandeur qui est proportionnelle à la grandeur elle-même. Et c'est presque toujours le cas. Autrement dit, les petits efforts ont un effet essentiellement nul sur le moment où nous franchissons les seuils. Cinquièmement, ChatGPT. Oui, parce que tout ce que je vous raconte là advient, n'est-ce pas, sur fond de généralisation de la dite intelligence artificielle, IA. Là encore, soyons clairs. La question n'est pas de savoir s'il faut ou non décarboner l'intelligence artificielle. Personnellement, je m'en fous. La question est de savoir si nous souhaitons que des algorithmes qui n'ont rien d'intelligent produisent pour nous un réel prévisible, normé, calculé, sans exubérance et sans protubérance, adapté à la surveillance de masse et formaté à la rentabilité. Voulons-nous que les publicités soient ciblées pour décupler nos addictions, que les contenus pseudo-informationnels soient choisis pour
conforter nos convictions, que nos curriculums vitae soient lus par des machines, que la finance mondiale, qui nous gouverne déjà dans une large mesure, soit régie par des programmes dont plus personne, y compris leurs créateurs et de leur propre aveu, ne comprend les rouages, que nos désirs soient anticipés afin qu'aucune excursion hors des attendus ne puisse advenir, que nos assurances et autres vulnérabilités soient calculées en fonction de probabilités objectivées. Autrement dit, l'IA vous dira que si votre père est mort d'un cancer, vous paierez plus cher, parce que votre probabilité de mourir est, pardonnez-moi, plus élevée. Sixièmement, les mots. Ne nous laissons pas voler les mots. Je veux dire, non seulement contre les algorithmes conversationnels, mais aussi contre les menteurs et les cerbères de l'immobilisme. Dans une certaine mesure, c'est déjà trop tard. En même temps, au jeu de la création et de la poésie, nous allons pourtant gagner. On ne peut que gagner, parce que leur langue est nécrosée, parce qu'au défi de la vie, ils ont de toute façon perdu d'avance. J'ai par exemple parlé tout à l'heure de croissance, sans fin. On l'a niant. Croissance sans autre qualificatif référerait donc manifestement, implicitement, à la croissance du produit intérieur brut. C'est démentiel, en fait. C'est d'une extrême violence intellectuelle. La croissance autorisée, et même souhaitée, celle de ce qui compte, en réalité, celle de l'amour, de l'amitié, de l'intelligence, de l'inventivité, des poèmes, des équations, des symphonies, des sourires, du rap, du slam, elle n'aurait donc plus droit au mot de croissance. Moi, je suis pour la croissance, pour la bonne, pour la vraie, pas celle de la techno-délinquance. Nommée croissance, celle du PIB, ce qui relève en réalité d'une atrophie de notre puissance d'être, est une aberration sémantique. Septièmement, ça ne va pas vous plaire, je vous le dis tout de suite, je le sais d'expérience, la démographie. Je crois que ça n'est pas le problème. C'est une question controversée, j'ai peut-être tort, mais je pense, je le redis, que ce n'est pas le problème. Pour la dernière fois de cet exposé, mon exemple favori, un seul Elon Musk fait sans aucun doute beaucoup plus de dégâts que toute l'Afrique réunie. Le nombre n'est pas le problème. Notre idéologie actuelle consiste à maximiser l'impact. Ça servirait à rien d'être 2 fois moins nombreux. On utiliserait juste chacun 2 fois plus d'espace et de ressources disponibles. Le nombre n'est pas la question. Vous savez que les 1% les plus riches émettent autant de CO2 que les 50% les plus pauvres. Donc, ce n'est pas une question de nombre. Huitièmement, poésie. Michel-Ange exténué, j'ai taillé dans la vie, mais la beauté, Seigneur, toujours je l'ai servi. J'en dis pas plus ici, ce ne sont que quelques vers de Jean Genet. Ce que je veux simplement laisser entendre, c'est que je crois, et je le dis avec plaisir devant une assistance de scientifiques ou d'amateurs de sciences, que c'est au niveau de la poésie que se jouent les choses sérieuses. Parce qu'il s'agit alors de connaissance et de transgression des règles, d'affronter le rhizome des symboles, le cheminement vicinal des significations, l'architectonique du désir et la métastructure des possibles. Le reste, presque tout le reste, y compris ce qui m'intéresse, moi, les trous noirs, la gravité quantique, tout ça, c'est du détail. Neuvièmement, l'arrogance. Nous sommes, vous et moi, toujours, ceux et celles qui n'ont rien compris. On ne peut plus continuer à donner des leçons au monde entier. Nous sommes la civilisation la plus meurtrière de l'histoire à l'échelle de la biosphère. Ingérez-le, s'il vous plaît. On aime tellement donner des leçons. On aime tellement détester les autres. Nos prédécesseurs qui ont fait des guerres, nos ennemis qui vivent dans des... Non, nous, les Occidentaux, sommes la civilisation la plus meurtrière de l'histoire à l'échelle de la biosphère. Savez-vous quelles reliques nous laisserons sur des échelles de temps géologiques?
ce qu'une araignée géologue verra de nous dans 100 millions d'années. Non pas, bien sûr, nos cathédrales ou nos centrales nucléaires, tout cela aura été intégralement remanié, Dieu merci. Ce qui restera vraisemblablement, c'est, dans les fossiles, la vision d'un effondrement radical de la vie sans cause extérieure. Voilà l'empreinte que les humains laissent pour l'éternité. 10e, j'ai que 42 points. Sobriété. Alors, sobriété, c'est à la mode dès qu'il fait chaud. Mais ça pose 3 problèmes. 1. Comment est-il possible que l'exécutif comprenne cela aujourd'hui, alors même que depuis 50 ans, tout est parfaitement documenté? Il aura fallu qu'ils le vivent dans leur corps l'été dernier. Ils l'ont d'ailleurs essentiellement oublié pendant l'hiver, et vous verrez, on n'en reparlera plus beaucoup à la rentrée. Deuxième problème avec ce concept de sobriété. Laisser entendre, je cite, que le temps de l'abondance est terminé pour les Européens, c'est quand même oublier que pour beaucoup, il n'a jamais existé. Ce qui est un peu problématique. 11e, ça c'est pour mes collègues, ITER. Imaginez qu'un jour, dans quelques décennies, nous jouissions d'une source d'énergie presque propre et presque illimitée. Nous serions sauvés. Alléluia. Merci les ingénieurs. Non, je ne crois pas. Je crois que ça serait en fait le pire cauchemar possible. Pourquoi? Parce que nous disposerions alors de moyens presque infinis pour parachever notre entreprise d'artificialisation méthodique du réel. Autrement dit, de transformation de cette planète en déchets. 12e, richesse. Un petit nombre de personnes concentrent l'essentiel des richesses mondiales. C'est évidemment abject, injustifiable, intenable. Une meilleure répartition sauverait un nombre incalculable de vies, c'est indéniable et je ne vais même pas le démontrer, tant je pense que nous en sommes tous convaincus. Mais en parallèle de cette vérité, j'aimerais rappeler une autre évidence qui, celle-là, est souvent oubliée et qui est peut-être davantage réjouissante. C'est qu'il n'y a quand même rien, absolument rien à envier dans ces mondes morts. Franchement, ils sont quand même si pauvres, ces réels de jets privés, de piscines surchauffées, de yachts et de paradis fiscaux. Rien, absolument rien de ce qui fait réellement sens. Pensez à ce que vous aimez, à la musique, à la poésie, au sourire de l'être aimé, à une discussion autour du feu avec des amis, au rire d'un enfant, aux larmes d'un artiste. Rien de tout cela ne se trouve dans ces mondes de Musk ou Bezos. 13e, autonomie. La sphère technique a, dans une certaine mesure, pris son autonomie. Lisez Gunther Anders. Ce sont des machines qui construisent des machines, des programmes qui conçoivent des programmes, sous notre contrôle, évidemment, et avec notre intervention. Mais quelque chose se déploie en parallèle. Si, par exemple, nous demandons aux gestionnaires de scolarité, je suis enseignant, de faire preuve d'un peu d'humanité dans une situation d'injustice criante pour un de nos étudiants, la réponse la plus banale sera « J'aimerais beaucoup le faire, mais le logiciel ne veut pas ». Le monde technologique est un peu devenu un organisme vivant dont nous sommes l'hôte consentant et parfois récalcitrant. Parce que demandez à votre maman ou à votre grand-père d'acheter un billet SNCF en ligne et vous verrez le pic d'angoisse. La technique, ancienne alliée, s'est muée en parasite. Déjà pathologique, bientôt létale. 14e, les leviers. Je voudrais juste mentionner l'analyse de Donella Meadows. Elle s'est astreinte à hiérarchiser les moyens d'infléchissement systémique des plus insignifiants aux plus essentiels en 12 niveaux distincts, tout en bas de l'échelle, sur le palier qui n'a aucune chance d'engendrer le moindre ébranlement structurel notable, les valeurs des variables, par exemple, le montant des impôts ou la hauteur des taxes, l'âge de départ à la retraite. Le malheur, c'est que c'est à ce niveau-là d'insignifiance que se déroule la quasi-totalité des débats, des engagements et des réflexions. Alors soyons clairs, je ne dis pas du tout que ça ne change rien. Le montant du SMIC ou du RSA change tout pour ceux qui en dépendent, évidemment.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on devrait faire encore beaucoup plus dans la révolution à venir, et dans le sens inverse de ce qui est fait en ce moment. Changer les valeurs n'a aucune chance de contribuer à la nécessaire révolution. Et c'est ici, pourtant, sur les valeurs, que nous concentrons presque tous nos efforts. 15e, donc avant-dernier, la philosophie. Elle peut nous aider, bien sûr, notre belle, vieille et grande philosophie. Elle est là pour ça, faire face aux problèmes existentiels, avec sagesse et majesté, avec noblesse et autorité. Mais c'est peut-être pas si simple, parce qu'elle est malade, la vieille dame. Elle n'est pas morte, elle ne peut pas mourir, elle. Mais elle est moribonde de sa propre suffisance. Elle a inventé, notre philosophie, une merveille, un chef-d'œuvre qu'elle a nommé Logos. Un prodige qui signifie tout autant la parole que le langage, la raison que le principe, le commencement que le commandement. Et depuis 25 siècles, elle se repaît de son Logos dans un onanisme à peine caché, sans pudeur et sans retenue. Enfermée dans cette rationalité vénérée qu'elle a crue unique et omnipotente, elle n'en finit plus de se raconter sa propre histoire, notre si majestueuse philosophie. Elle a oublié, effacé, invisibilité toutes les autres modalités d'une raison humaine qui a été pourtant diaprée et protéiforme. La maths égyptienne, très antérieure au miracle grec, fut délaissée. Et l'appréhension binaire du réel devint la forme quintessentielle de la métaphysique. Si Logos est notre joyau, voyons que c'est aussi notre fléau. 16e, la science. Je finis par la science. Alors, désimpérialiser la science et l'habiter poétiquement, tel est le projet auquel, je crois, nous devrions nous atteler. Face à la catastrophe civilisationnelle qui s'annonce, face au cancer technologique, tenter d'orienter les savoirs vers la recherche de solutions ingénieriques relèverait du pire choix possible. Ne vous reconvertissez pas en ingénieur de la décarbonation. Si les sciences peuvent jouer un rôle salvateur, c'est tout au contraire en contribuant à un renouveau drastique des symboles et des valeurs, en réinventant le sens du monde. Sans visée apologique ni critique, il est temps, je crois, de procéder à un plaidoyer pour une science nomade, tzigane ou touareg, bohémienne de la vérité, une science poétique, humble et intransigeante, une science déviante et fière de l'être, autrement dit, profondément révolutionnaire.